bonsoir à tous, à toutes et à tous. Donc, c'est un grand plaisir de vous accueillir ce soir pour cette table ronde organisée par la Chaire Trent et ses partenaires. Donc, il y a eu un petit changement de programme tel qu'il était défini ces derniers jours, sachant que nous avons le plaisir de recevoir Candice Doligne et Lola Lazaro, qui sont deux étudiantes du Master 2 GTE, donc Gouvernance de la transition écologique de Sciences Po Bordeaux. Donc Lola et Candice vont participer à modérer cette table ronde, parce qu'elles ont pas mal de questions à vous poser. Daniel Compagnon a des petits soucis de connexion, notamment pour pouvoir enclencher sa caméra, mais théoriquement, il devrait nous rejoindre dans les prochaines minutes. Donc, en termes avant peut-être d'introduire les trois participants, une rapide petite introduction. Pourquoi nous avons souhaité ce soir élaborer cette table ronde qui s'inscrit dans la fête mondiale du climat. Tout simplement parce que vraiment l'année 2000 a été, restera dans les annales de l'histoire. Donc bien évidemment crise sanitaire avec l'épisode du Covid-19, l'épisode de la crise économique qui suit finalement la crise sanitaire, mais aussi crise environnementale, crise écologique inédite à l'échelle de l'histoire. Donc finalement la période que nous traversons peut être qualifiée comme une crise systémique d'origine multifactorielle finalement. Et du point de vue écologique, ce qu'il y a vraiment à retenir, c'est l'année de tous les records. J'en ai retenu 3. Les incendies géants qui ont notamment frappé la Californie. Ah, je fais rentrer Daniel. Qui ont frappé notamment la Californie et l'Australie, qui ont vraiment été à la une des médias. J'ai retenu aussi les phénomènes de météo extrême. La saison qui vient de s'achever a battu tous les records en termes de tempêtes, avec plus de 50 tempêtes suffisamment fortes pour qu'elles portent un an. Et enfin, les vagues de chaleur extrême, sachant que le mois de novembre 2020 est le mois le plus chaud jamais enregistré dans l'histoire. Décembre 2020, c'est aussi, de manière assez brève, un anniversaire, c'est les 5 ans des accords de Paris. Donc, ça sera l'occasion réellement de faire le bilan de ces 5 années qui se sont déroulées. Enfin, décembre 2020, on est à un an de la COP26. Comme vous savez, elle devait avoir lieu cette année, elle a été repoussée pour des raisons de crise sanitaire. Et c'est vraiment un épisode très, très important en termes de négociations climatiques, car les pays qui se sont engagés dans l'accord de Paris devront mettre sur table de nouvelles ambitions, notamment en termes de limitation d'émissions de gaz. Donc, la question de savoir quels sont les grands enjeux de cette COP26, quels sont aussi les clivages à prévoir, et c'est tout ce que nous allons voir aujourd'hui lors de cette table ronde. Donc, de manière assez rapide, je vais introduire les 3 participants qui me font le plaisir d'être présents ce soir. Donc, Gilles Boeuf, de manière assez brève, donc vous êtes biologiste, professeur à l'université Pierre et Marie Curie, Sorbonne Université. Vous avez été président du Muséum national d'histoire naturelle de 2009 à 2015 et président du conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité. Et enfin, vous êtes administrateur de la Fondation d'Engie qui nous fait le plaisir d'être ce soir partenaire de cette manifestation. Hervé Le Treut, vous êtes climatologue, membre de l'Académie des sciences, professeur à l'Académie polytechnique et à l'Université Pierre et Marie Curie. Vous avez fait partie du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et enfin, vous êtes président de l'association Acclimatera, qui est le comité régional sur le changement climatique de la Nouvelle-Aquitaine. Enfin, Yves Enoch, vous êtes docteur en écologie marine. Vous avez été correspondant IFREMER pour l'Asie-Pacifique à Tokyo. Votre expérience est notamment liée aux pratiques de gouvernance des océans et de la gestion intégrée des mers et littoraux.
Vous êtes vice-président du plan bleu, qui est le plan d'action du programme des Nations Unies pour l'environnement, qui vise notamment au développement durable de la mer Méditerranée. Et enfin, vous êtes président du comité littoral et mer de la Fondation de France, qui nous fait aussi ce soir le plaisir d'être partenaire de cet événement. Daniel, comme tu es là, est-ce que tu peux peut-être rajouter quelque chose? Est-ce que tu m'entends déjà, Daniel? Oui, je vous entends très bien, c'est passionnant. Jusqu'à présent. Non, ce n'est pas nécessaire. Je pense que tu peux introduire aussi tes co-panélistes. Oui, je les ai introduits avant d'inscrire le panel. Donc Lola et Candice, donc 2 étudiants du master GTE Gouvernance de la transition énergétique. Donc un grand plaisir de. On va leur laisser. Écologie. Voilà, je travaille tellement dans l'énergie que je vois l'énergie un peu partout. Et donc Lola et Candice, on va leur laisser en grande partie la parole durant cette table ronde. Et vraiment, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse interagir tous ensemble. Moi, je vais suivre ce qui se fait du côté des réseaux sociaux. N'hésitez pas à laisser vos questions sur YouTube et sur les Twitter avec le hashtag ShareTrent et je ferai remonter les questions les plus intéressantes aux membres, enfin aux trois intervenants. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents. Donc, si ça vous va, on va peut-être commencer. Voilà, on a une première question qui revient en fait sur le contexte que M. Roche a présenté, avec notamment l'horizon de la COP26. Donc là, cette année, on a quand même eu déjà l'élection de Joe Biden aux États-Unis. On a eu l'annonce de la Chine d'une neutralité carbone à l'horizon de 2060. La crise sanitaire et donc la crise économique qu'elle a entraînée. Selon vous, est-ce que ces éléments, ça va être des freins ou des leviers pour des négociations climatiques ambitieuses, notamment à la COP26? Et avant toute chose, pour vous, c'est quoi des négociations climatiques ambitieuses? Est-ce que par exemple le chiffre des 2 degrés maximum, il est toujours pertinent? Voilà, qu'est-ce qu'on peut attendre en fait de cette COP26 et qu'est-ce que ça serait être ambitieux pour cette COP26? Donc je sais pas qui veut prendre la parole en premier. Monsieur Hervé Le Treut, peut-être? Écoutez, volontiers. Donc, oui, alors je pense que le problème du Covid est un peu séparé des problèmes climatiques malgré tout. Il faudra peut-être, il y a des liens, mais je pense qu'il faudra en traiter peut-être de manière. Prendre la parole en premier. Monsieur. Allô? J'entendais quelqu'un qui parle. C'est chez Monsieur Roche. Oui, un petit problème, pas d'inquiétude. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, les enjeux du climat sont des enjeux qui sont assez différents par la durée qu'ils ont. C'est-à-dire, on est face à un système qui est très lent à évoluer. On a émis dans les dernières décennies des quantités colossales de carbone dans l'atmosphère. On continue d'en émettre. Et c'est vrai que les enjeux aujourd'hui ne sont pas souvent mesurés pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'on met des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ils se stockent, c'est-à-dire qu'on les cumule au fil du temps. Donc c'est comme un verre d'eau, on le remplit avec du CO2, mais tant qu'on n'a pas arrêté complètement de le remplir, ça se réchauffe. Donc on doit arriver à la neutralité carbone, c'est-à-dire 0 émission, si on n'a pas été capable de fabriquer des puits de carbone d'ici là. Et c'est un enjeu extraordinairement difficile. Si on veut rester sous les 2 degrés, il faut être arrivé à cette neutralité carbone en 2070 à peu près. Si on veut rester sous les 1,5 degrés, on doit y arriver en 2050, c'est-à-dire dans moins de 30 ans. Et ça veut dire que c'est alors quelque chose de mondial. Les gaz à effet de serre sont mélangés, ils restent longtemps dans l'atmosphère, ils sont mélangés. Donc on a au-dessus de nos têtes 1% de gaz à effet de serre français, pour dire simplement, c'est comme si c'était un cumul historique, c'est plus compliqué que ça. Mais on a aussi beaucoup de gaz chinois, beaucoup de gaz américains. Alors c'est vrai que les déclarations qui ont été faites par Joe Biden d'un côté, par la Chine de l'autre, de ce point de vue-là, elles ont un sens fort. C'est-à-dire que c'est vraiment les 2 émetteurs les plus importants. Et moi, ce qui me frappe aussi, c'est que malgré tout, quand on regarde l'histoire,
ces deux émetteurs qui se sont refusés pendant des années à prendre des engagements, ou qui ont pris des engagements dans ce qui est encore les promesses des États. Les engagements, je pense, des États-Unis, ils ont été supprimés, et ils étaient déjà plus sur une période très courte, de 10 ans au lieu de 15 ans pour la plupart des autres pays qui s'étaient engagés. Et pour la Chine, ils étaient conditionnels au développement de leur système économique. Donc il y a quand même quelque chose qui ressemble comme une avancée en avant. Mais par contre, si on essaie de lier cela à ce qui est possible, c'est quand même, je l'ai dit, rester en deçà des 2 degrés, peut-être. Rester en deçà des 1,5 degrés, c'est quelque chose qui doit être analysé en termes sociaux. Parce que, bien sûr, c'est dans ce que dit le GIEC, il y a eu un rapport du GIEC, par rapport spécial sur les 1,5 degrés, qui dit que c'est géophysiquement possible. Mais géophysiquement possible, ça veut dire aussi que on ne peut pas s'affranchir de ce que ça représente au niveau humain, au niveau de faire des transitions aussi fortes, aussi violentes. Ça n'a jamais existé dans l'histoire. Je pense que donc je pourrais citer des analogies. Enfin, j'ai pas envie de trop mélanger les choses, mais donc ça n'a jamais existé. C'est très très difficile d'imaginer ça. On peut voir ce qu'a été Daniel sera peut-être plus savant que moi là-dessus, mais quand Margaret Thatcher a essayé d'éradiquer le charbon chez elle, et c'était les combats qui a eu lieu, les difficultés qui ont eu lieu étaient terribles en fait. Donc là, il s'agit de faire ça à l'échelle mondiale. Moi, je pense que ce qui m'a le plus frappé, ce que j'ai le plus apprécié dans l'accord de Paris, finalement, j'étais dans le comité de suivi, donc j'ai suivi ça avec attention, c'est pour moi qui ai subi le climato-scepticisme de manière forte à un moment, c'est cet arrêt du climato-scepticisme. Le rapport, la COP21 a réussi à mettre de côté, ce qui nous a ennuyé pendant presque 10 ans, le problème du climato-scepticisme. C'est quelque chose qui a presque pas réapparu. Alors ça peut réapparaître parce que les gens ne comprennent pas très bien ce que c'est que le changement climatique, et c'est quand même un pouvoir d'autorité qui fait qu'on a réussi à y aligner tout le monde. Mais malgré tout, c'est quand même quelque chose qui a changé les choses. Alors ça devrait nous imposer à passer d'une politique d'alerte à une politique de prise de décision. C'est ce qui se fait pas bien aujourd'hui. Alors on pourra en reparler, mais c'est vrai que ça se fait pas bien. Et je pense là qu'on touche à des choses qui sont choses dont j'espère on va reparler dans la partie de la soirée. Je ne veux pas prendre la parole tout de suite, mais c'est que les enjeux maintenant ont changé. Il faudra se préoccuper de ces enjeux de manière spécifique. Comment est-ce qu'on passe de cette phase cette phase d'alerte qui a été une phase d'embourbement un peu de beaucoup de choses à une phase de prise de décision multidisciplinaire en fait, très différente. Alors, je me permets juste de rebondir parce que vous avez évoqué la neutralité carbone et sur le sujet de la neutralité carbone, est-ce qu'il y a une définition internationale de ce qu'on veut véritablement comme un moyen d'atteindre une neutralité carbone? C'est-à-dire que, je m'explique, est-ce que atteindre la neutralité carbone grâce à des procédés technologiques, donc en utilisant par exemple de la capture du carbone ou en s'appuyant essentiellement sur les puits de carbone, est-ce que c'est véritablement la neutralité carbone qu'on a envie collectivement d'atteindre? Est-ce qu'il faudrait définir internationalement, pourquoi pas dans une COP, une forme de neutralité carbone qui serait souhaitable? Voilà, je ne sais pas si l'un d'entre vous veut répondre à cette question ou si vous voulez continuer sur le sujet, mais si quelqu'un d'autre veut intervenir, n'hésitez pas. Je dirais un mot aussi, mais enfin, je sais pas. Mais le problème de la neutralité carbone, c'est qu'elle est définie strictement à l'échelle mondiale, comme je dis. C'est-à-dire que là, on sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas comment le faire. Vous avez parfaitement raison. Donc, on veut arriver à ce qu'il n'y ait plus d'émissions nettes de carbone. Et les émissions nettes, ça se calcule par rapport à des puits de carbone qui, pour le moment, n'existent pas vraiment. Donc,
ce que ça représente, il faut se l'imaginer. Moi, quand je sors dans la rue, je vois les voitures, par exemple, je dis c'est bien. Si on reste sous les 1,5 degrés, puisque c'est ce que tout le monde réclame, dans maintenant 28 ans, il n'y aura plus une seule voiture dans la rue. Ça sera génial. Donc, peut-être pas, parce que j'en aurais besoin quand même d'une voiture. Donc, la difficulté, elle est vraiment là. Elle est que les enjeux tels qu'ils sont posés sont extrêmement difficiles. Hein. Ils sont mondiaux. Alors, il y aura tentation de beaucoup de choses, tentation de beaucoup de solutions qui seront pas appréciées par les uns ou par les autres. Les puits de carbone, c'est probablement, enfin, quand on regarde ce que le GIEC a conservé dans les scénarios possibles du futur, il y a la réduction directe, brutale, de toutes les émissions de gaz à effet de serre. Et puis, il y a les deux scénarios qui consistent à avoir des puits de carbone, alors agricoles ou effectivement un peu plus technologiques en mettant le carbone dans des anciens puits de pétrole ou dans des aquifères salins. Et puis après, il y a le dernier scénario qui est imaginé, c'est qu'on laisse la température aller au-delà des 1,5 degrés, et puis on essaie d'y revenir plus tard, ce qui paraît quand même un petit peu délicat pour des tas de raisons. Encore une fois, monopoliser la parole dès le début, mais ça paraît difficile. Donc je pense que on en est là. Il y a rien d'autre pour le moment. Savoir si ce qui est une bonne manière de faire, une mauvaise manière de faire. Pour le moment, c'est très disputé d'abord. C'est très disputé. Il n'y a pas d'accord là-dessus. Moi, je ne pense pas que mettre du CO2 dans le sous-sol, ça soit très dangereux. C'est simplement probablement pas aussi utile qu'on le pense. Et donc, c'est plutôt à ce niveau-là que ça se joue, parce que c'est pas des choses très faciles et c'est pas des choses dont on est sûr qu'elles vont donner un résultat qui soit adéquat. Alors, je sais que Daniel a écrit des papiers là-dessus, il peut aussi commenter. Messieurs Enoch et Bob, vous voulez ajouter quelque chose peut-être? Moi, ce que je vais bien dire, c'est qu'il n'y a pas de relation entre le Covid et le climat. Hein. Je veux bien en parler un petit peu, j'ai beaucoup écrit là-dessus. C'est comme la surpêche du thon rouge en Méditerranée, ça n'a rien à voir avec le climat. Hein. Il y a énormément de relations de biodiversité-climat, mais pas tout le temps. Les néonicotinoïdes, c'est pas le climat. Le climat pourrait amener à des usages différents de ces produits, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur le Covid? Un événement qui n'aurait jamais dû se produire s'est produit, parce qu'on est allé chercher des chauves-souris vivantes dans des grottes chinoises. Et là, nous, on est clair, hein, on l'a séquencé plein de fois partout. Le génome du Covid-19, d'abord, il est apparu un peu plus tôt. Il est là dès le mois d'août 2019. C'est un virus d'une espèce qu'on connaît bien, qui s'appelle Rhinolophus affinis, qui vit qu'en Chine d'ailleurs. Hein. Et puis, ils sont allés récupérer des chauves-souris vivantes. On va depuis 20 ans dans les grottes chinoises. On a trouvé 400 virus différents. Donc, ce n'est pas le dernier, hein, si on continue comme ça. Donc, ce qui ne va pas se produire ces produits. Pourquoi? Parce que le virus classique de Rhinolophus affinis n'est pas infectieux chez l'humain. Le virus est devenu une chimère quelque part durant l'été 2019. Alors après, on a dit qu'il a été fabriqué par un laboratoire. C'est des conneries. Qu'un laboratoire ait pu le manipuler, ça c'est autre chose. Nous, on n'en a aucune preuve, ni dans un sens ni dans l'autre. Mais on ne l'a pas inventé. Un virus, il ne s'invente pas. Il y a des milliers de virus. Si on veut en inventer, on va en chercher un qui existe et on le bricole. C'est assez différent. Hein. Donc, il y a une jeune chinoise qui dit aujourd'hui qu'elle a la preuve, elle est proche de Trump. Donc, je mets vraiment en discussion son assertion. Hein. Li Mengman, elle dit, moi j'ai la preuve. Bon. Il a pu être bricolé. En tout cas, il s'est passé quelque chose durant l'été 2019. Mais ces choses-là sont déjà produites. Hein. On connaît 300 maladies nouvelles depuis 1940, dont une bonne partie sont liées soit au climat, ça on pourra en parler avec Hervé, soit effectivement dans la répartition mondiale de la maladie. Hein. La maladie, le climat ne va pas l'inventer. Il y a des conditions de dissémination différentes. Et le second problème qui s'est produit durant la fin 2019 et le début 2020, c'est les avions. Vous savez combien d'avions volaient? Avec Hervé, tous les deux, on s'est retrouvés il y a 3 ans maintenant, Hervé, dans une discussion à la DGAC. Surréaliste pour nous. Hein. On était là tous les deux, un climatologue, un écologue. Bon, alors écoutez, messieurs, réfléchissez avec nous, le transport aérien. Alors, on nous raconte plein de choses. Les avions font de moins en moins de bruit, ça c'est bien pour les riverains, émettent de moins en moins de particules fines, de moins en moins de CO2, consomment de moins en moins de kérosène. Tous les deux, oui. Mais, et on ne discute pas, on double le trafic aérien pour 2030.
Et vous savez combien d'avions volaient le 20 janvier 2020? Plus de 100 000 par jour. Ben voilà. Aujourd'hui, moi, quand j'entends effectivement l'aéronautique qui me dit mais on va revenir quand au nombre d'avions qu'on avait avant, ça c'est clair, c'est hors de question. Hein. Ce qui veut dire que les plans de relance d'aujourd'hui, s'ils portent les germes et les stigmates d'un renouveau, ben on va s'en prendre un autre. Et puis le prochain, peut-être qu'il tuera les jeunes et pas les vieux. Donc là, clair, cette histoire-là, elle est liée à une maltraitance du vivant parce qu'ils ont amené vivant au même endroit. Alors, est-ce que c'est passé par le pangolin? Peut-être, on n'en est pas du tout certain. En tout cas, on a 5 exemples depuis 2003, bien connus. Le MERS, dans les pays arabes, il est passé par le dromadaire, chauve-souris dromadaire, le Nipah par le cochon, la grippe espagnole de 1918-19 est passée par le canard, et puis le SARS-CoV-1 de 2003, beaucoup plus méchant que l'actuel, hein, il est passé par la civette masquée. Voilà. Donc, on a plein d'exemples comme ça. Donc ça, laissons le climat de côté. Ce que le climat, par contre, bien sûr, va contribuer à faire, c'est à changer les répartitions mondiales des espèces vivantes. Donc certaines sont des vecteurs très connus. Hein. Le chikungunya, maintenant, il est partout en Corse. On en a à Banyuls, hein. Des leishmania à Banyuls, hein, depuis quelque temps. Le palu, il est parvenu pour l'instant, j'y crois pas trop. Mais il y aura autre chose, de toute façon. Hein. Il y a eu le Zika au Brésil. Donc aujourd'hui, Covid-19, climat. Simplement, effectivement, on sait que la déforestation n'arrange pas les choses. Et on sait aussi que, c'est très important de le dire, ça, souvent on en parle avec Hervé, que le climat affecte le vivant, c'est clair, c'est évident. Et ce qu'on oublie, c'est que le vivant qui s'en va affecte le climat en retour. Hein. Et la déforestation en Afrique australe n'arrange pas les choses, hein, par rapport à ces questions qu'on évoque ici. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les relations Covid-climat. Après, sur le climat, Hervé est beaucoup plus compétent que moi pour répondre. Pour moi, sur les chiffres qu'on avait donnés à l'époque, je me souviens très bien, j'étais aussi au ministère à l'époque, hein, je me rappelle de l'allocution du 12 décembre 2015. Oui, on dit effectivement 2 degrés, ça serait mieux 1,5. Le rapport du GIEC, Hervé l'a évoqué, dit plus on sera bas, mieux ce sera. Et Hervé et Valérie Masson le reprennent souvent avec Jean Jouzel. 0,1 degré, ça compte, hein, mais ça demande un effort considérable. Ensuite, aujourd'hui, il n'y a pas 50 solutions. Ou bien, effectivement, on stoppe les émissions. À mon avis, ça va être plus progressif que ce qu'on pourrait croire. Et puis aussi, est-ce qu'on va être capable demain, là, je voudrais bien avoir l'avis d'Hervé, par la technologie, d'imaginer d'aller enlever le CO2 qu'on a déjà mis depuis la révolution industrielle? Ça, c'est une question, je ne sais pas. Moi, je ne crois pas du tout à la géo-ingénierie. Je trouve que c'est beaucoup trop dangereux. On va se lancer dans des systèmes qui sont quand même très discutables. Donc voilà l'avis d'un écologue. Ce qui est clair, c'est que la température est un facteur essentiel sur le vivant depuis la nuit des temps. Hein, je vous rappelle, dernière glaciation, 19 000 ans, température de la surface de l'océan, 4 degrés de moins, et l'océan, il était 125 mètres plus bas. Voilà. Pour un écologue, ça, c'est quand même assez fascinant. Hein. Et puis, la température, elle a remonté très, très vite vers le 14 000 ans, au moment où l'humain commence à s'arrêter de bouger, fait beaucoup d'enfants, et lance agriculture et élevage, et puis ça s'était arrêté de monter, et là ça monte beaucoup en ce moment, effectivement. On est dans une région, Climatera nous le dit souvent, la remontée du niveau de la mer, ce n'est pas une élucubration d'écolos farfelus. Voilà ce que je dirais en écologue aujourd'hui sur ces questions particulières-là. Maintenant, est-ce qu'on va être capable de réagir? Et je terminerai en disant quand même que le climat a caché beaucoup de choses. Il faut le faire, hein, c'est évident, pour moi c'est le climat clair, mais on oublie que le vivant est en train de partir à une vélocité incroyable. Je ne parle pas d'extinction. Les extinctions, elles se sont produites dans le passé massif. Mais on est sur un effondrement du nombre des individus vivants dans les populations vivantes. Et quand on voit qu'aujourd'hui, par exemple, je prends le cas des oiseaux, 10 500 espèces d'oiseaux, et bien la biomasse de poulets d'élevage est supérieure à la biomasse de tous les individus des 10 500 espèces d'oiseaux. Voilà, ce n'est pas le climat, ça, hein, mais c'est des problèmes très préoccupants. Merci, Monsieur Boeuf. Est-ce que Monsieur Enoch, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, Gilles a commencé un petit peu à l'aborder. Tout à l'heure, Hervé parlait de puits de carbone. On a un puits de carbone naturel sur cette planète, c'est l'océan. C'est l'océan. L'océan, c'est aussi un puits de chaleur. 93% à peu près de la chaleur, de l'excès de chaleur absorbé par les océans. 25% de l'excès de carbone absorbé par les océans. On a un puits de carbone fantastique. Donc,
L'accord de Paris l'avait déjà dit, pour la première fois, avait dit que effectivement le problème climatique était un problème dans lequel devait absolument être pris en compte. Je dis pas les océans volontairement, je dis l'océan. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Aujourd'hui, où on est dans ce mouvement d'appropriation par les pays, malheureusement, à travers une convention sur le droit de la mer qui est largement dévoyée, on est loin, de plus en plus loin, on s'éloigne de cette idée de bien commun. Pourtant, on a un océan. Donc, si les pays, dans les prochaines discussions, ne sont pas capables, effectivement, de discuter sur ce lien océan, biodiversité, humain et climat, on risque d'aller vers des incantations pieuses, mais rien de concret. Donc, l'état de santé des océans, qui aujourd'hui, comme a commencé à dire Gilles, est sérieusement en question dans tous les domaines. Si cet état de santé, les États eux-mêmes, ensemble, ne s'allient pas pour faire en sorte que ça aille mieux, on va perdre un puits de carbone naturel essentiel à la survie de cette planète. C'est clair. Déjà, on arrive à saturation, on en voit les effets, notamment en termes de biodiversité dans l'océan, du réchauffement du milieu océanique et de cette perte de biodiversité fantastique. Donc, le problème pour moi, bien évidemment, parce que je suis aussi dans ce domaine, mais c'est quand même se préoccuper de 71% de la planète que sont les océans. Je me corrige moi-même, l'océan. Je me corrige. Et vous voyez, comme on a ce réflexe, effectivement. Actuellement, là, nos concurrents du Vendée Globe comprennent bien ça. Hein. Pendant 3 mois, ils vont se balader, ils vont faire le tour du monde et ils ne verront pas la Terre. Ils vont voir quelques îles par-ci par-là, éventuellement au loin un cap, etc. Mais ils ne verront pas la Terre. C'est-à-dire, et ils vont faire le tour du monde. Donc, on a bien un seul océan, complètement lié. Si on prend la map-monde et qu'on la met à plat, on comprend beaucoup mieux qu'effectivement, on a affaire à un seul océan et pas simplement à une succession d'océans comme s'il n'y avait pas de connexion entre eux. Non, totalement interconnectés. Donc, il va falloir véritablement qu'on change notre discours aussi par rapport à l'océan, nos paradigmes par rapport à l'océan, si véritablement on veut être sérieux par rapport à la lutte contre le changement climatique. Oui, merci pour cette précision sur le rôle de l'océan. En effet, c'est un allié indispensable, je pense qu'on peut le dire, dans la lutte contre le changement climatique, mais c'est aussi, je pense, au lieu des différents enjeux des conséquences du changement climatique, notamment sur la pêche et donc les différentes appropriations par les pays du monde. Mais quelles seraient donc les mesures qu'on pourrait mettre en place pour protéger cet océan dont on a besoin pour lutter contre le changement climatique, selon vous? Alors, Gilles me complétera certainement, mais actuellement, j'ai cité tout à l'heure la Convention sur le droit de la mer. Bon, très bien, c'est fondamental. Et on a tout un système des Nations Unies, etc., pour la gouvernance de l'océan. Mais on voit bien, comme je dirais à un niveau national, tout gouvernement, on est dans un système extrêmement fragmenté, très, très fragmenté. Justement, un océan, mais des tas de systèmes de gouvernance dans les différents secteurs, dans les différents domaines. Vous n'avez qu'à regarder dans le système des Nations Unies. Pour chaque, vous allez avoir la FAO pour la pêche, vous allez avoir l'OMI pour le transport maritime, etc. Et tout ça fonctionne de manière complètement cloisonnée, les uns vis-à-vis des autres. Or, on est dans un système totalement interconnecté. Si on n'arrive pas à défragmenter ce système de gouvernance, y compris en termes d'échelle, par exemple, sur le plan régional, vous avez cité la pêche, on a les structures, les organisations régionales des pêches. Et puis à côté, on a un programme régional du programme des Nations Unies pour l'environnement, qui a alors son propre programme régional.
Mais entre un programme régional qui se préoccupe de questions environnementales et une organisation régionale des pêches, très peu de communication. Très, très peu de communication. On ne s'en sortira pas de cette manière-là. Donc, il y a une refonte véritablement du système de gouvernance de l'océan et de ses mers régionales à faire. Merci beaucoup. Vous voulez ajouter quelque chose, Monsieur Le Treut? Je suis complètement d'accord avec Yves là-dessus. Hein. Oui. Non, ce que je voulais dire, c'était qu'effectivement, quand on parle de milieux qui sont des milieux fragiles, il y a les océans, bien sûr, et ils sont fragiles pour différentes raisons. Il y a le problème d'acidification des océans, qui est un problème qui est effectivement lié aux émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est un problème qui a été ignoré pendant des années. Je sais que quand j'étais, il y a encore 15 ans, j'ai regardé des slides de collègues qui montraient que finalement, le fait que l'océan reprenne du CO2, c'était... alors ils avaient chiffré ça en dollars, et je me rappelle plus ce que ça voulait, mais c'était un bienfait pour la planète, parce que... Et je veux pas dire le nom, mais tu connais le nom de la personne, mais je te le dirai pas tout de suite. Un très grand scientifique qui disait ça il y a encore pas très longtemps. Et donc aujourd'hui, on sait que, les dommages qu'on peut faire via l'acidification de l'océan sont absolument considérables. Mais c'est vrai pour tous les milieux. Je pense que quand on regarde les systèmes terrestres, par exemple, on n'a pas, je pense, assez parlé de ce qui continue de se passer en Californie. En Californie, ça arrive, mais c'est pas ça. Au Brésil, avec Bolsonaro, avec ce qui se passe dans ces pays comme ça, où effectivement, on a un domaine qui est là aussi patrimonial. L'océan, d'une certaine manière, est patrimonial. C'est-à-dire que tout ce qui est dans l'océan, c'est des choses qu'on ne sera jamais capable de reconstituer si on les abîme. Mais c'est vrai pour une forêt comme la forêt brésilienne. La forêt brésilienne, elle a peut-être un âge qui dépend des espèces, mais qui se chiffre en millions d'années. Donc, parce qu'elle n'a pas connu les glaciations, parce qu'elle est... Bon, donc cette forêt-là, elle est aussi une forêt qui est à peu près inutile en termes de ce qu'on peut en faire à partir du sol. Parce que l'essentiel de l'interface entre la forêt amazonienne et l'espace, et ce qui se passe au-dessus, dans l'atmosphère, c'est justement un échange entre la canopée et l'atmosphère. Mais le sol joue un rôle très faible, et c'est un sol en latérite, qui est un sol qui n'a pas beaucoup de valeur. Ce qui se passe en ce moment, c'est que le gouvernement actuel au Brésil est en train de laisser faire une agriculture qui consiste à utiliser le sol, très pauvre. Comme il est très pauvre, ça ne dure pas très longtemps. On va faire du soja pendant 2, 3, 4 ans, et puis après, ce sera plus possible. Donc on va brûler plus loin. Et on se débarrasse de cette manière-là de quelque chose qui est un patrimoine qui n'a jamais été complètement exploré. C'est-à-dire que là, je pense que c'est Gilles qui sait mieux que moi, mais le nombre d'espèces qui n'ont simplement pas été inventorées en Californie, au Brésil, est quelque chose qui est énorme. Donc, je pense que le maintien de notre planète appelle effectivement des besoins d'accords internationaux. Il y en a un qui fonctionne à peu près, c'est celui de l'Antarctique, et qui peut servir peut-être de modèle, je ne sais pas. Mais les autres sont tous des accords qui n'ont jamais réellement fonctionné. L'Arctique est une zone extraordinairement menacée parce qu'on va faire passer des bateaux dans les zones qui sont en train de fondre et de perdre leur glace. Donc, il y a un changement qui est un changement général et global. Alors, ça, c'était le premier point que je voulais dire, mais ce qui va avec ça, c'est que si on parle de solutions, il faut comprendre que dans toutes ces choses-là, et c'est vrai vraiment pour le problème climatique, et je pense peut-être plus que pour les autres, il y a des points de retour en arrière qui sont impossibles aujourd'hui, mais strictement impossibles. Quand on dit qu'on est en train de mettre dans l'atmosphère des gaz à effet de serre dont la durée de vie est de 100 ans, hein, et que on n'a pas de solution autre qu'éventuellement cette solution que vous citiez comme quelque chose qui ne vous plaît pas, la solution de l'enfouissement du CO2 dans des réservoirs profonds. On n'en a pas beaucoup d'autres solutions. Et celle-là ne paraît pas effectivement une bonne solution. Donc ça veut dire que probablement, on est
contraint à voir le système se réchauffer dans les années qui viennent. On est contraint de toute façon parce que le CO2 qu'on a déjà émis dans les dernières décennies est là. Comme il est là, ben, il réchauffe et il va continuer de réchauffer. Et donc, je crois que cette mesure de ce que j'appelle le champ des possibles, elle est extrêmement importante. Aujourd'hui, quand même, la capacité à décider ce que l'on fait, comment on le fait dans le futur, dépend du sérieux avec lequel on définit le champ des possibles aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose de nécessairement pluridisciplinaire. On ne peut pas le faire au nom d'une seule discipline, au nom d'une seule. C'est le monde, il y a un océan, il y a un monde aussi. Et ce monde-là, il faut effectivement le voir comme tel aujourd'hui. Et je pense que c'est une chose qu'on n'est pas habitué à faire. On te dit qu'on va faire des voitures électriques, d'accord, d'où vient l'électricité, combien il en faudra, comment on va la partager, de quels minéraux on aura besoin pour fabriquer les différents ingrédients qui lui permettent d'exister. Tout ça, c'est des choses qu'on a besoin de faire aujourd'hui, qu'on a besoin de faire. De même, quand on parle de comparer des risques, le risque climatique, il existe, mais comment on compare le risque climatique avec le risque de la biodiversité, avec le risque éventuellement du nucléaire, avec d'autres choses. Toutes ces choses-là, on n'est pas habitué à les faire. Toute cette manière de regarder le problème aujourd'hui, là où on en est, en regardant, justement, en définissant le champ des possibles. Donc je crois que là, il y a une phase qui est nouvelle, parce que quand j'ai commencé, il y a quelques années, donc, on pouvait penser qu'on allait se libérer des problèmes de gaz à effet de serre de la même manière qu'on se libère des problèmes. On passe un chiffon sur la table, c'est bon. Non, on est face à des problèmes qui vont durer pendant des années, et il faut les examiner dans ce cadre-là. Et c'est ce qui me fait un peu peur avec le Covid, et avec le lien avec le Covid, c'est que voyons, les gens disent, bah, regardez, le Covid, ça a failli résoudre tout en 3 semaines de confinement. Non, c'est des problèmes qui vont aller très au-delà pendant très longtemps. Et je pense qu'il faut vraiment les prendre comme tels. Alors, dernière chose, mais je pense que je vais juste le donner en teasing pour parler ensuite, c'est il y a quand même, dans l'espace des solutions, quelque chose qui nous a réunis ici en région Aquitaine, c'est le fait régional. Je pense qu'on peut trouver dans le fait régional des solutions importantes parce que on regarde à l'envers, au lieu d'essayer de se projeter dans un futur très lointain, puis de voir que toutes les catastrophes qui peuvent arriver, on peut essayer de voir justement localement ce que sont les possibles, comment on peut les mettre en œuvre, quelles sont les logiques qui y conduisent, quelles sont... Et je crois qu'on a quand même un intérêt très fort aujourd'hui à reprendre le problème de cette manière-là. Ne serait-ce que parce que le monde qu'on a aujourd'hui n'est pas le monde d'hier. Et moi, j'étais à l'école primaire en CE2 quand on a passé la marque des 3 millions de personnes sur la planète. 3 millions de personnes sur la planète, c'est presque 3 fois moins, non, 2 fois et demi moins que maintenant. 3 milliards. De milliards, pardon. Oui, de milliards. Je ne suis pas très bon, je ne suis pas économiste. Moi, Merci beaucoup, Monsieur Le Trott. Merci. Justement, vous parlez du local, mais on reviendra dessus un peu plus tard, où on va se poser la question justement du local. Là, je voulais juste demander, puisqu'on parlait des années à venir, Monsieur Gilbeuf, est-ce que, selon vous, justement, l'élection de Joe Biden aux États-Unis, est-ce que ça peut avoir une incidence sur la gouvernance des océans ou au minimum sur la gouvernance climatique plus généralement, mais sur la thématique des océans, pour terminer sur cette thématique des océans, est-ce que cette élection d'un nouveau président américain peut avoir une incidence favorable à la protection des océans? J'en sais rien. Il est américain aussi, Biden. Tout à l'heure, je vais mettre un peu d'eau au moulin de mon ami Hervé. Moi qui me suis beaucoup intéressé au sol, sur la forêt tropicale, simplement, je prends un exemple d'insecte que je connais bien, les cérambicides. Il y en a 256 espèces en France, on en connaît déjà 2000 en Guyane, et ce n'est pas le 10e de ce qui existe. Et pour les sols, étrangement, il y a beaucoup moins de micro-organismes dans le sol de la Guyane que dans un sol français, pas démoli, pas détruit. Donc c'est vrai que tout vit à partir de l'eau, bien sûr, dans la forêt tropicale, et ce qu'il a dit très important sur le climat aussi. Si je reviens sur Biden et puis sur l'océan, à mon avis, Biden, il n'en a rien à cirer de l'océan, ce n'est pas son truc. On va voir comment ça va se passer. Pourtant, ça ne peut pas être pire que Mr. Trump, ça c'est clair. Vous vous souvenez, il y a à peu près un an,
J'avais rencontré la Première ministre du Danemark. Cette dame, je la rencontre, je dis, Madame, je vous embrasse, je vous aime. Elle venait de refuser, Hervé, de vendre le Groenland à Mr. Trump. Voilà. Pourquoi Trump votait le Groenland? Il en a rien à cirer de l'océan. Simplement, il y a des ressources fantastiques dans une région du monde comme ça. J'avais dit à la ministre à l'époque, vous savez ce qu'il fallait lui répondre? Vous voulez le Groenland? Eh bien, moi, je veux l'Alaska. Voilà. Et on aurait vu la tronche, effectivement, de l'Américain en face dans ces conditions. Pour revenir à Biden, ça peut être que mieux. Il a déjà dit qu'il allait revenir dans les créneaux de l'accord de Paris. Mais réfléchissez un petit peu, 4 ans, c'est pas beaucoup de temps dans une élection. Si on passe notre temps à rentrer dans l'accord de Paris, à en sortir, à en rentrer, à en sortir, selon qu'on est républicain ou démocrate, on ne va pas s'en sortir. Tout à l'heure, Yves l'évoquait, et puis également Hervé aussi. On a besoin de stabilité dans les décisions qu'on va prendre là. Elles sont forcément, où est la gouvernance mondiale de tout cela? Donc Biden, oui. Moi, ce qui m'avait fait très mal à Hervé à l'époque, quand Trump a pris le pouvoir, c'est qu'il avait coupé très vite les moyens d'observation satellitaire de la Terre à la NASA. Alors, on sait aujourd'hui qu'au moins les 3/4 des données qu'on a sur l'observation du climat viennent de satellites. C'est vrai que couper cela, moi j'avais des collègues en Californie qui avaient essayé de déplacer des cerveaux, des big data systems, de régions qui étaient contrôlées par Mr. Trump à des régions où les gens, sinon à l'étranger des États-Unis, ou sinon dans des coins en Californie par exemple, où ils arrivaient à se protéger un petit peu. Mais on ne peut pas jouer à ce petit jeu-là. L'enjeu est tellement délirant en face de nous qu'il nous faut ces big data sur du temps, avec des gens qui sont payés décemment pour travailler sur des longues périodes sur des questions qui sont comme ça. Tous nos amis américains, moi je me rappelle, ils étaient atterrés, tellement ils avaient honte d'être représentés par un Trump au niveau scientifique. Il faut quand même voir qu'il a pris de la chloroquine. Après, il a dit qu'à l'eau de Javel, ça marchait très bien pour éliminer le coronavirus. Mais c'est ahurissant. C'est un grand malade, ce type-là. Hein. Alors, Merci. il a failli repasser ici. Hein. Donc, j'arrête là-dessus en vous disant que ça peut être comme mieux. Mais encore une fois, moi, ce que je crains beaucoup, c'est un manque global d'organisation qui nous fasse réellement prendre les questions à bras-le-corps pour longtemps. Merci beaucoup, Monsieur Gilbeuf. Et pour continuer juste sur en fait, l'actualité politique ou géopolitique, si je puis dire, Monsieur Lennox, par rapport justement, parce qu'on évoquait Donald Trump, ça me fait penser du coup aux annonces de la Chine et aux relations qu'il y avait entre les États-Unis et la Chine ces derniers temps. Est-ce que, selon vous, le fait que la Chine ait annoncé des objectifs ambitieux, ça peut également tirer vers le haut les ambitions américaines. Est-ce que ça peut avoir en tout cas des conséquences sur les ambitions internationales en termes de neutralité carbone? Voilà, je précise. Oui, Yves, oui, juste ici peut-être vous pourrez nous éclairer un petit peu sur la politique environnementale asiatique, notamment japonaise, sachant que vous avez vécu là-bas. Oui, Ce serait intéressant. Ouais. je vais dire quelques mots là-dessus. Bon, la bonne nouvelle, de manière, je dirais, générale, c'est qu'on sait qu'avec Biden, les Américains reviennent dans les négociations sur le climat. Bon, on peut que s'en féliciter. Maintenant, Biden n'est pas tout seul. Derrière, il y a des lobbies très très puissants et des lobbies industriels. Et justement, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, Lola, on n'en a pas fini avec les océans. Parce que je vais vous redonner un exemple sur ces questions. Aujourd'hui, par rapport, et Dieu sait si le gaz et le pétrole sont une source extrêmement importante, sinon majeure en matière d'émissions de gaz à effet de serre, c'est que le grand enjeu est en train de se déplacer de la terre vers la mer. On a aujourd'hui plus de 4000 forages sur des millions de forages. On a plus de 4000 forages déjà en mer pour le gaz et le pétrole. Et la tendance, quoi qu'on en dise, même si on parle effectivement de nouvelles énergies, d'énergie renouvelable, etc., la tendance est au développement de ces plateformes pour l'extraction du pétrole et du gaz, beaucoup, en mer. Et là, je suis sur la mer Méditerranée et je peux vous dire qu'à l'est de la Méditerranée, la tension est très très forte. Et elle est très forte pourquoi ?
à cause effectivement de l'exploitation du gaz et de la construction des gazoducs, etc., pour desservir les différents pays, dont l'Europe. Oui, il peut y avoir des discussions, des négociations qui s'engagent entre les pays sur le climat, mais le problème, c'est notre système de développement. Alors là, on va très loin, et peut-être s'il y a un lien par rapport à l'introduction à faire entre climat et Covid, c'est bien celui-là. C'est une remise en cause de nos systèmes de développement. Parce que qu'est-ce qui est en train de se passer sur l'océan? Cette croissance bleue dont tout le monde parle, dont tout le monde maintenant est devenu le leitmotiv de l'Union européenne et de la Commission. Oui, très bien, mais attention, pour l'instant, la définition est tellement vague que pour tous les industriels, c'est simplement déplacer le capital investi, le capital fixe, comme on l'appelle, en mer. Et c'est ce qui risque de se passer. Ça a déjà commencé avec le gaz et le pétrole. Demain, ça va continuer avec l'exploitation des minéraux dans les grands fonds marins. Et l'exploitation des minéraux dans les grands fonds marins, ces minéraux, comme le disait Hervé tout à l'heure, on va en avoir besoin de plus en plus, notamment les terres rares, qui représentent des enjeux géopolitiques fantastiques. On peut revenir à la Chine, justement, par rapport aux terres rares. La Chine est le principal détenteur de ces terres rares aujourd'hui. Vous imaginez ce qui s'est passé d'ailleurs déjà avec le Japon, le chantage politique. Immédiatement, dès qu'il y a un problème, plus de livraison de terres rares, terminé. Donc, que font des pays comme le Japon? C'est, quelles que soient les conséquences environnementales, ils savent qu'inévitablement, il y aura des conséquences environnementales extrêmement dommageables sur les grands fonds marins. Vous imaginez, sur les grands fonds marins, les nuages, on extrait des métaux lourds, extrêmement toxiques et polluants, à des degrés très, très, très importants, et qui vont complètement remettre en question toutes les colonies vivantes qui vivent sur le fond, qui ont mis des siècles et des siècles, des centaines et des millions d'années à se développer sur ces sites. Les phénomènes dans les grands fonds marins sont extrêmement lents. Donc, on va avoir des impacts, mais pour des siècles et des siècles, avant qu'il y ait la moindre restauration. Donc, pour dire, avec ce glissement effectivement de capital vers la mer, quelque part, au nom de cette croissance bleue, si on n'est pas plus vigilant que ça, on ne peut que accroître le phénomène du changement climatique et accroître les problèmes. Donc, encore une fois, c'est pas l'océan et puis le reste, mais c'est un tout. Si on ne lit pas, si on ne comprend pas effectivement que sur cette planète, il s'agit de lier océan, population humaine, avec la démographie dont on vient de parler, biodiversité et climat, on ne trouvera pas les solutions. On ne trouvera pas les solutions parce qu'on sera toujours sur des réponses complètement fragmentées qui ne répondent pas à la complexité du système. C'est ça notre difficulté. Alors, on pourra revenir sur les changements d'échelle parce que je pense que c'est quelque chose, comme le disait Hervé, que l'on peut aborder, auquel on peut répondre à des échelles plus réduites, à un niveau plus régional, plus local. Et ça paraît très important. Le problème, c'est le grand écart au nom de problèmes globaux. Comment effectivement faire en sorte d'agir localement. Et ça, c'est peut-être votre prochain sujet. Oui, Candice, je te laisse peut-être prendre la parole sur la question du local, puisqu'on reparle là-dessus. Sylvain Roche, vous vouliez dire quelque chose? Non, mais juste une question rapide pour Yves Enoch, mais aussi Hervé et Gilles. Parce que c'est vrai que la décarbonation du secteur maritime, notamment du transport maritime, est souvent présentée comme l'une des priorités. Et j'aurais voulu savoir votre regard sur notamment le développement des énergies en mer et plus particulièrement de l'éolien offshore.
quel est votre regard parce il est voué à les objectifs européens, mais aussi français, sont quand même assez ambitieux. Donc, qui dit développement de l'éolien marin, dit aussi conflit d'usage avec des activités plus traditionnelles comme le secteur de la pêche. Et vers quoi pourrait-on aller pour limiter autant que possible ces controverses et ces conflits d'usage? Quels sont les outils dont on dispose, notamment en termes d'appropriation, de médiation? Je trouve ça intéressant d'avoir votre regard sur ça. Alors, je ne sais pas qui peut-être Yves, oui. Qui commence? Allez-y. Bon, on est avec le développement des énergies renouvelables et plus particulièrement éoliennes en mer. On est vraiment, on l'a vu ces derniers mois avec effectivement le débat en cours, notamment sur la Normandie. On est au cœur du problème, je dirais. Comment s'y prendre pour faire en sorte, bien sûr qu'on a, à mon avis, on a besoin du développement de ces énergies renouvelables, mais comment faire en sorte que ça se fasse, je dirais, pas tellement, enfin, en harmonie, en tout cas, je dirais, en négociation entre les différentes activités et particulièrement l'activité traditionnelle qu'est la pêche et qui est aussi fondamentale pour nous, aussi fondamentale. Je reviens juste un petit mot, je reviens à ce que je disais sur la croissance bleue. Vous remarquerez que malheureusement, quand on parle de croissance bleue, on parle toujours des technologies de type gaz, pétrole, plateforme ou exploitation des minéraux sur les grands fonds. Mais la pêche est à côté, on n'en parle plus. Comme si la pêche ne faisait pas partie effectivement de la croissance bleue. C'est assez étonnant parce que voilà, la pêche, c'est une vieille activité traditionnelle. Or, au contraire, la pêche devrait être vraiment au centre de cette croissance bleue. On a tellement besoin de ces protéines qui viennent de la pêche. Donc, ce dont on manque, et là, pour moi, c'est une sorte d'apprentissage collectif. J'espère en tout cas que les uns et les autres le prennent de cette manière-là. Malheureusement, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Il nous faut des lieux de rencontre. Il nous faut véritablement, je dirais, que des lieux où les gens puissent s'approprier les processus et puissent échanger leurs divers points de vue sans que ce soit uniquement événementiel. Aujourd'hui, on est encore dans l'événementiel. Ah, on va faire un débat public, donc on fait des réunions, etc. Et puis après, chacun retourne chez soi, et puis il ne se passe plus rien. Mais par contre, les quiproquos, le non-dit, etc., ne fait qu'augmenter parce qu'il n'y a pas de lieu pour échanger, il n'y a pas de lieu pour se rencontrer. Ça, je pense que c'est quelque chose dont on manque fondamentalement. Les Anglais, qui sont très pragmatiques, ont ce qu'ils appellent des partenariats. Et justement, au niveau local, au niveau des counties, là-bas, à cette échelle-là, où tous les représentants des différentes activités peuvent parler entre eux. Mais sur un mode, je dirais, quasiment quotidien. Évidemment, il faut que ce soit animé, mais ça, véritablement, en continu. Si on n'arrive pas à créer ces lieux d'apprentissage collectif, de connaissances mutuelles, on aura toujours des conflits, ce sera toujours extrêmement difficile. Et je ne dis pas que ça va se régler du jour au lendemain, mais n'empêche que s'il y a dialogue, s'il y a ce dialogue continu, je pense que les choses, petit à petit, effectivement s'améliorer. Parce que je ne vois pas d'incompatibilité fondamentale dans les pays du Nord. Ça, c'est déjà très développé. On a eu des X rapports, notamment de la part des communautés de pêcheurs, les problèmes existent, mais qui en même temps s'accommodent très bien de ces champs d'éoliennes. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire en France. Mais il va falloir effectivement que, je dirais, les discours, on apprenne véritablement à faire en sorte que les discours se rejoignent. Et pour ça, c'est de l'apprentissage. Pour moi, c'est un processus d'appropriation de chacun.
Merci. 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 Monsieur Le Trott, Monsieur Boeuf, vous vouliez ajouter quelque chose ou je passe à la question suivante? Bah, ça dépend ce que sera la question suivante, mais je voulais effectivement rebondir un tout petit peu par rapport à ça sur ce problème d'apprentissage collectif et de réflexion qui soit partagée, parce que je crois que c'est effectivement absolument clé aujourd'hui. Et il y a plusieurs manières de brider en fait cette réflexion partagée. Moi, il y a quelque chose qui est intéressant qui s'est fait, qui continue de se faire, qui est la convention citoyenne qui a été mise en place. Moi, une des choses qui m'a frappé et qui m'a ennuyé dans cette convention citoyenne, c'est qu'on a commencé par dire que ben voilà, vous allez donner des résultats sur, alors de mémoire, ça devait être comment faut-il pour réussir à diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 40%, je crois, en 10 ans, quelque chose comme ça. Alors, on est dans un système aujourd'hui où les problèmes sont systémiques, très largement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas découper le problème en petits bouts. Donc, si on dit aux gens, ben voilà, vous allez vous intéresser à ce petit segment-là. Bon, c'est un segment qui n'est pas le plus difficile parce que dans la période actuelle, on a fait tellement de gaspillage, donc il y a des choses à faire qui s'imposent en termes de diminution du gaspillage, en termes de gestion plus correcte de tout un tas de choses. Donc, probablement, on peut aller assez facilement aux 40% si jamais on a une gouvernance mondiale qui permet de le faire. Je crois que c'est un enjeu qui est plus on avance vers la neutralité carbone, plus ça devient difficile. On touche à des choses qui deviennent compliquées et on n'a pas nécessairement de solution. On ne sait pas faire voler en avion sans kérosène aujourd'hui. Donc, et puis on a besoin de voitures et tout le monde, voilà, on a besoin de se déplacer. Moi j'ai une famille en Argentine, donc on a besoin aussi de savoir comment on peut gérer ce genre de choses. Donc, plus on va aller dans le temps, plus ça va être difficile. Et cette difficulté-là, il faut apprendre Enfin, c'est celle qui va nous coûter le plus en temps pour agir. Aujourd'hui, moi, c'est des choses que j'ai réalisées en faisant ce travail en région Aquitaine, qui est ma région où j'ai été élevé, c'est que bon, on a eu un recul terrible par rapport au train, par rapport aux capacités de se développer, de se déplacer avec des moyens publics entre des petites villes, si on veut refaire le chemin dans le sens inverse, ça se fera pas en 3 ans. Ça se fera, ça doit être un travail sérieux qui se prend dans la durée et qui se motive pour des raisons qui dépassent aussi très largement le temps immédiat. Donc moi, je suis complètement d'accord avec cette idée qu'aujourd'hui, le plus grand problème que l'on a, c'est l'incapacité à concevoir le système collectif. Et pour anticiper peut-être sur les problèmes locaux, moi, je me suis rendu compte que le phénomène local en tant que tel, finalement, il n'est pas très étudié ni très analysé pour ce que ça représente au niveau régional. Qu'est-ce que c'est qu'une région? Comment ça fonctionne? Quels sont les liens entre... Donc, oui, je crois je suis vraiment très d'accord avec ce qui a été dit juste avant. Pour moi, le principal, c'est d'avoir ces lieux où on peut discuter du problème dans son ensemble, de le voir dans son ensemble. On n'a pas ça, et je crois que c'est une des missions de nos universités, en principe. C'est pas très facile à faire en France, ça peut être de nos grandes écoles, mais je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. À Columbia, dans les grandes universités américaines, on a plus de facilité à aborder les choses de cette manière-là, ce qui n'empêche pas les grands lobbies de ruiner une partie des réflexions, mais c'est quand même quelque chose qui nous manque aujourd'hui. C'est un peu votre projet d'Acclimatera, Hervé. Le projet Acclimatera, peut-être vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, je pense qu'il est né un peu de cette envie-là aussi. Donc c'est collectif. Il y a Daniel aussi qui joue un rôle éminent, je ne sais pas où, dans le cloud maintenant, certainement caché dans le cloud. Non, il écoute, il peut prendre la parole. Mais donc, je peux dire un mot d'abord, et puis bon, ce serait bien que Daniel en parle aussi après. L'idée au départ, c'est venu de la région, c'était de regarder ce que peut être le changement climatique dans les... alors au début, on se pensait mettre des échéances un peu plus précises, on s'est rendu compte que ça n'avait pas beaucoup de sens, donc disons dans les 20, 30, 40 prochaines années, quelque chose comme ça, se projeter à ce type d'échéance. Et on a fait un petit
quelque chose qui ressemble un peu dans la méthode au GIEC, donc sur la région Aquitaine. Alors, il y a deux choses, pour aller très vite, qui m'ont beaucoup surpris personnellement. C'est d'abord la masse d'informations disponibles. La masse, c'est colossal, en fait, le travail qui a été fait, les différentes disciplines et, et donc, il y a énormément de choses, énormément d'informations disponibles, et cette information, elle n'est pas très utilisée. Elle n'est pas très utilisée par la décision. Elle l'est, hein, bien sûr, il n'y a pas de travail inutile, ce n'est pas un gaspillage d'argent public, mais justement, ce dont on parlait, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait sens par rapport à tous ces éléments-là, ça n'existe pas facilement. Et ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est qu'effectivement, quand on commence à s'intéresser à la région, il y a quelque chose de très systémique. Quand on regarde le parcours de l'eau de l'Aquitaine, ben, ça vient des montagnes, ça détermine les étiages, ça détermine la manière dont on refroidit les centrales nucléaires, dont on fait de l'hydroélectricité, ça détermine le bouchon vaseux de la Gironde, et puis au-delà, c'est quand même la reformation du sable en suivant les courants côtiers qui est en jeu. Donc on est face à des enjeux, et puis on pourrait multiplier les enjeux de ce type-là. On est face à un système qui est quelque chose de réellement systémique, et qui dit systémique demande des problèmes aussi de gouvernance, des problèmes de multidisciplinarité, donc de savoir les mettre d'en trouver les clés. Et moi, ce dont je me suis rendu compte, petit à petit à titre personnel, mais je pense que chacun a fait là dans le groupe, hein, il y a eu 400 personnes qui ont participé aux deux rapports du GIEC, donc c'est des scientifiques. Donc c'était un lourd travail, et donc très partagé. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui est frappant, c'est le fait que ce système-là, il est pas très étudié. Il est pas très étudié. Si on essaie de voir aujourd'hui comment peut se comporter le territoire néo-aquitain après une sécheresse, après une tempête, quel impact sur la faune, sur la flore, tout ça, il y a des études, mais pas facile à mener jusqu'au bout. Donc, c'est un des enjeux pour moi dans les années qui viennent, c'est d'essayer de... Moi, je serai à la retraite dans pas très longtemps, mais j'espère pouvoir me consacrer fortement à ça. Je pense que c'est un système qu'on n'a pas assez étudié et qu'il y a beaucoup de choses à faire pour mieux l'étudier. Le système régional, ça peut nous apporter des clés. C'est une réduction petit du grand système global, bien sûr. Ça ne marche que parce que le grand système global nous impose des choses localement qu'on n'a même pas le droit de discuter, quoi. Elles sont là. Mais c'est quand même un lieu qui peut permettre une réflexion, qui peut permettre une appréhension des choses un peu différente et surtout qui nous ramène à l'humain, à ce que font les humains, à des niveaux qui ne sont pas strictement individuels, à des niveaux qui sont vraiment un peu plus systémiques. Voilà, donc c'est à dire en quelques mots, mais si Daniel veut continuer, je serais ravi. Voilà. En écoutant Hervé, en fait, c'est Acclimatera, c'est un peu la convention citoyenne permanente de la Nouvelle-Aquitaine. On pourrait dire comme ça. On peut essayer, oui. Enfin, c'est pas tout à fait permanent, justement, parce qu'on n'a pas tous les... Mais... La différence, Yves, c'est qu'Acclimatera sont des scientifiques, ce ne sont pas des gens qui viennent de tous horizons. Oui, grosse différence, tu as raison, oui. En ce moment, par exemple, on lance beaucoup le projet One Health en ce moment avec le président de la région. Parce qu'à la Rousset, moi j'admire beaucoup ce qu'a fait Hervé dans Acclimatera avec tous ses amis. Hein. C'était vraiment extraordinaire. Puis Néoterra maintenant est parti. J'imagine ça ailleurs en France. Hein. Je dis toujours aux Bretons, je dis aussi aux gens du centre, du PACA. De l'Occitanie, ils y viennent doucement. Ce n'est pas du tout prêt pour l'instant à Lyon. Hein. Je vous garantis que quand je vais à Lyon, c'est assez dramatique la situation. C'est pas pris en considération. Donc moi, c'est superbe. Alors, je vais prendre un exemple précis sur ces histoires de local, global. Je préside une réserve naturelle dans les Pyrénées. Par rapport à chez Hervé, je suis plus à l'est, Hervé, en Ariège et puis en Pyrénées-Orientales. Là, tu n'es plus en... Moi, je ne suis pas en Aquitaine non plus, je suis juste de l'autre côté de la frontière. Tu vois, hein. Et là, effectivement, on a une forêt qui n'a pas été touchée. On n'a pas coupé un arbre depuis 1860. Donc, localement, les efforts sont remarquables. Eh bien, ma forêt, je suis en train de la perdre en ce moment. Mes arbres ont subi de plein fouet la canicule 2003. Un arbre, il met 15 ans à mourir. Il faut voir ce que c'est qu'une descente de cime sur un arbre. Hein. Ça ne meurt pas comme ça. Hein. Et deuxièmement, les sécheresses répétées depuis 2006. Et ça, c'est vrai que... Et puis surtout, un truc
on va revenir à ce que disaient mes deux amis, c'est tellement important. Les 15 000 camions poids lourds qui passent tous les jours au col du Pertus et qui amènent de l'ozone sur ma forêt. Voilà. Hein, pour vous montrer un peu la complexité, tout à l'heure Hervé l'a dit, hein, c'est ce que dit Edgar Morin d'ailleurs, comment voulez-vous qu'on résolve avec quelques mots simples des questions aussi complexes? Donc, ça veut dire que localement, on fait tout ce qu'il faut, et puis surtout, dans le changement climatique actuel, nous on le voit très bien, hein, tout à l'heure Yves le connaît très bien aussi, on a fait des mesures sur les vitesses de migration de nos poissons à la pointe bretonne vers le nord. Eh bien, les poissons français, au large de la Bretagne, ou bretons, comme vous voulez, font 27 km par an vers le nord. Le plancton, 47 km. Sur Terre, en gros, on migre de 6 km par an à peu près. Hein. Vous savez qu'il y a un phénomène global, migration vers le nord dans l'hémisphère nord, vers le sud dans l'hémisphère sud. Ça, on le prend de plein fouet. Et je vais revenir aux pêcheurs tout à l'heure. Les pêcheurs le savent bien. Et c'est là que quelquefois, ils ne jouent pas le jeu, parce que quand ils viennent me dire les lançons, je n'en ai jamais autant vu qu'avant, ben évidemment, les lançons normands, ils sont rendus en Écosse, ils sont tous en même temps, et comme ils vont les trouver parce qu'ils sont très bons, ils vont les éradiquer encore plus vite. Vous voyez que c'est quand même très compliqué. Et je finis sur les éoliennes, parce que moi, j'ai vécu un événement très fort qui m'a fait beaucoup mal sur les champs d'éoliennes dans le nord de la France. Je présidais à l'époque le conseil scientifique de l'Agence pour la biodiversité. On a eu un vote à faire. C'est dramatique, parce que des gens qui sont forcément pour des éoliennes, les éoliennes, ça marchera beaucoup mieux en mer que sur Terre. Hein. Sur Terre, il y aura toujours un énorme problème d'acceptabilité. Et puis, tout à l'heure, Yves l'a dit, ça marche très bien au Danemark. Donc, ça veut dire que oui, mais la compétition avec la pêche, elle vient je dirais, de problèmes stupides du style, quand on fait la périphérie du champ d'éolien, on n'a pas assez vu comment ça se faisait, et quand l'opérateur marin commence à faire la construction, eh bien, il y a une partie qui empiète dans un parc national. Ben voilà. Et du coup, les gens qui sont tout à fait pour l'éolien votent contre, parce qu'on n'avait pas à mettre les frontières de ce parc éolien qui empiétait en partie dans un parc marin. Tout est comme ça. Donc ça veut dire que si on n'a pas, et je suis entièrement en relation avec Yves là-dessus, et puis avec Hervé, si dès le départ, on n'a pas des communions, des discussions locales sur ces questions-là, on finit par voter contre des choses qu'on aime. Et je finis sur un aspect aussi très important en France aujourd'hui. J'ai présidé le conseil scientifique du parc de la mer de Corée, en Nouvelle-Calédonie. Une fois et demie la France en superficie d'un parc naturel. Vous savez ce qu'on a pour contrôler ça? Un navire de 24 mètres. Voilà. T'imagines, Hervé, ce qu'on peut faire avec ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, et c'est dramatique, et je finis là-dessus pour cette partie-là, on ne met pas les moyens. On montre que les parcs et les réserves marchent bien quand ils sont réellement bien financés, bien organisés, avec du monde et des moyens. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Tout à l'heure, on a dit qu'il n'y avait aucune limite sur les parcs, hein, sur les océans. Eh bien, aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe, où nous déshabillons le parc de la mer d'Iroise pour créer le parc du golfe du Lion, eh ben, on se fout du monde. Et je finis en disant que les syndicats aujourd'hui, par exemple de l'Office pour la biodiversité, votent contre toute création de nouveaux parcs, ce qui paraît délirant. Mais je les comprends. Alors qu'on a tous envie d'augmenter la surface en protection, parce qu'elle joue un rôle important contre le changement climatique. Hein. On sait que les zones qui sont avec une belle biodiversité, des zones de mangroves, des zones d'estuaires, limitent dans le temps la remontée du niveau de la mer et limitent les impacts des tempêtes qu'on évoquait tout à l'heure. Et bien on vote contre, parce qu'on n'a pas les moyens humains pour les faire fonctionner. Et ça, c'est une réelle question qu'il faut aborder aussi. Merci, monsieur Gilbeuf. Puisqu'on parle de participation et d'inclure un peu les citoyens aussi à l'échelle locale, je me permets de rebondir sur la question en fait de l'engagement citoyen et des mobilisations, notamment chez les plus jeunes. On a vu quand même, du coup, je dirais ces 2 dernières années, une montée de l'engagement en écologie politique, notamment des plus jeunes, avec par exemple le mouvement lancé par Greta Thunberg, des grèves pour le climat, mais puis plus globalement avec toutes les actions de désobéissance civile et les mouvements de désobéissance civile qui ont un peu pris un certain engouement, de l'occupation jusqu'au sabotage. Qu'est-ce que vous pensez de la montée en radicalité des modes d'action de ces militants écologistes et qu'est-ce que vous savez de l'influence en fait de ces mobilisations sur les dirigeants et sur les négociations qui sont notre sujet à la base? Je ne sais pas lequel d'entre vous veut intervenir, monsieur Gilbeuf. Je suis enseignant dans beaucoup d'universités
autant en médecine qu'à l'école Veto, qu'à l'agro, qu'à Sciences Po, qu'à l'école de la magistrature, que dans les écoles de commerce, nos jeunes sont en train de se radicaliser. Ça, c'est clair, hein, qu'on arrête de nier le contraire. Moi, je vois les repas familiaux, ils virent au désastre. Hein. La fille à 17, elle quitte la table en claquant la porte quand sa mère a acheté des avocats du Pérou, produits n'importe comment, avec une irrigation délirante. Bon, donc ça, c'est dedans. On ne va pas l'arrêter. Greta Thunberg, moi, j'ai vu des attaques monstrueuses de Français bien placés comme Luc Ferry, par exemple, hein, qui l'a traîné dans la boue, Onfray, Pivot. Bien, je suis désolé, tant que cette gamine ne dira pas de conneries scientifiques, eh bien, on la soutiendra. Voilà, c'est tout. Parce que aujourd'hui, c'est leur moyen d'action. On ne les écoute pas. Franchement, je suis allé faire une conférence en Hollande hein, il y a quelque temps. Hervé le sait bien, j'avais 50 Greta Thunberg dans la salle. Eh bien, vous ne les rassurez pas en disant qu'effectivement, on va regarder peut-être après-demain ce qui se passe et puis passer avec des voitures. Non, on se fout du monde. On ne fait pas ce qu'il faut. Hervé connaît bien le mouvement avec la rue Tourou et Jouzel. On n'a pas la vélocité de réaction que l'on devrait avoir. Donc, aujourd'hui, pour moi, c'est clair, les mouvements radicaux de jeunes ou d'ONG un peu virulentes, hein, comme Sea Shepherd, ben, écoutez, on les soutient. Parce que s'ils ne sont pas là, on ne fait rien. Et aujourd'hui, les 4 piliers du changement, ça va être la science. Là, je suis très déçu par ce qui s'est passé depuis 6 mois. La science s'est ridiculisée. Les scientifiques ont contribué à cela parce qu'on a confondu le fait scientifique avec les opinions. Plein de scientifiques ont donné leur opinion. Et ça, c'est dramatique. Et ça nous a beaucoup desservi. Hein. Et surtout, comme dit Étienne Klein, je ne suis pas médecin, mais j'ai mon avis sur quelque chose. Si on n'est pas médecin, on la ferme. Sauf pour des questions d'écologie, de climat, bien évidemment. Ou un exemple pour moi qui est évident. Le conseil scientifique du président Macron, qui travaille sur cette question de la gestion de la Covid. Vous ne croyez pas qu'avec un vétérinaire, ça aurait été pas mal? Ce virus est un virus de chauve-souris. Il est décrit par des vétérinaires, pas par des médecins. Les vétérinaires ont déjà vacciné contre le coronavirus. Ils se sont proposés, on les a jetés. On ne sait pas qu'un écologue, ça aurait été pas mal, et même un climatologue dans le conseil scientifique, que des médecins. Alors, bien sûr, ils ont une mission, c'est d'éviter les surcharges des salles de réanimation, mais ça ne marche pas. Et la science n'existe pas. Plein de décisions sont prises qui ne sont pas du tout sur des bases scientifiques. Ça, c'est très grave déjà. Et ça, il faut le dire. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, pour répondre à la question qui est posée là, comment est-ce qu'aujourd'hui on analyse ces questions-là? Donc, il nous faut de la science, de la vraie science. Deuxièmement, il nous faut bien sûr un monde politique, lequel? Et moi, je suis désolé, l'écologie, ce n'est pas une politique. Pour moi, l'écologie, la science écologique n'est pas de gauche et de droite. C'est une science écologique pour les mathématiques ou la physique. Ensuite, il faut absolument des ONG, on a dit, solides. Et enfin, il faut aussi l'entreprise. On ne changera pas le monde sans l'entreprise. Ça, j'en suis absolument convaincu. Merci beaucoup. Est-ce que, Monsieur Ivénoc, vous voulez réagir sur cette question je ne sais pas si... Oui, tout à fait. Pour moi, une question absolument fondamentale. On l'a oublié, mais les associations de jeunes, disons les ONG en général, à Rio en 92, on avait eu une conférence parallèle à la conférence officielle, qui était la conférence des ONG, pour parler justement des mêmes problèmes, des questions de développement durable, etc. Moi, je crois que, et malheureusement, on l'a un petit peu oublié, et ça ne s'est pas vraiment renouvelé, ce mouvement, je dirais, mondial. Donc, il y a une question aussi, mais ça, je crois que les jeunes, à un certain niveau, montrent l'exemple en étant capables justement de parler et de parler véritablement à un niveau international et mondial. Mais aujourd'hui, ce qui me paraît vraiment important, c'est qu'ils investissent davantage toutes les organisations justement de gouvernance de ce monde, les organisations internationales. On sait qu'aujourd'hui, bon, souvent du bout des lèvres, mais les organisations internationales admettent d'avoir des ONG en tant qu'observateurs, etc. Mais il faut absolument que cette pression, je dirais, augmente sur les organisations internationales pour faire en sorte que, effectivement, les ONG soient représentées, et pas simplement comme des faire-valoir, mais véritablement comme des parties prenantes. Ça me paraît fondamental. Ensuite,
que, par exemple, les fondations philanthropiques, et je sais de quoi je parle un petit peu, puisque je travaille avec la Fondation de France, devraient s'attacher beaucoup plus à soutenir, justement, mais par des actions très concrètes, justement ces associations de jeunes qui veulent que le système change, qui veulent qu'on aille vers un système beaucoup plus comment dire, équitable. Moi, je vois, par exemple, très modestement, dans le programme Littoral et mer qu'on anime au sein de la Fondation de France, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas un énième programme scientifique. C'est un programme de recherche aujourd'hui, de recherche participative, comme on le dit. Alors, je sais que le terme peut être très galvaudé. Il ne s'agit pas simplement de science participative, c'est-à-dire où on demande à des réseaux de citoyens, etc., de contribuer. Vous savez, ce mouvement qui est parti du muséum, beaucoup par rapport à l'observation de la Terre, de contribuer à des réseaux de surveillance, à l'observation. Mais là, beaucoup plus de la recherche participative, c'est-à-dire on a des collectifs, comme des associations de jeunes ou autres, qui vivent sur le littoral, qui ont un projet et qui s'associent avec des scientifiques pour justement mettre en œuvre ce projet. Et ça, c'est ça que l'on vise et c'est ça que l'on veut aider à notre petit niveau modeste. Mais si ce genre d'approche se multipliait au niveau des fondations, et Dieu sait si elles sont nombreuses, dans tous les pays, je pense que véritablement, petit à petit, les choses pourraient changer, disons, un peu plus rapidement. Merci. Oui, merci, Monsieur Le Traître. Vous voulez aussi réagir sur la question? Oui, je vais peut-être réagir à. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites que je ne vais pas répéter, avec lesquelles je suis d'accord, bien sûr. Mais peut-être sur le rôle de. Moi, je suis enseignant, hein, j'ai été CNRS pendant des années, je suis devenu enseignant depuis quelques années aussi. Je crois qu'il y a un rôle spécifique de la formation, et donc du lien entre ce qu'on peut définir comme une alerte, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis la manière dont on doit essayer aujourd'hui d'aller un peu au-delà. Alors, moi par rapport aux jeunes, moi j'enseigne dans beaucoup d'endroits en fait. J'ai passé mon trimestre à faire beaucoup d'enseignements. Et même une fois, j'étais tellement. Enfin, on est confiné chez soi. J'ai répété le cours que j'avais fait la semaine d'avant. Heureusement, on m'a arrêté. Donc c'est. Bon, je pense que la place des jeunes dans ce qui se passe aujourd'hui est essentielle. C'est essentiel. Et d'ailleurs, je crois que pour avoir vécu les séances de préparation de la COP21, je crois que c'était très clair dans l'esprit des gens qui ont fait la COP21 qu'on avait besoin d'une forme de gouvernance qui n'existait pas, c'est-à-dire que l'ONU ne permet pas d'avoir des... Bon, formellement, en fait, les accords sont contraignants, mais dans la réalité, ils ne le sont pas. Et donc, la seule forme de contrainte qui a été imaginée au moment de la mise en place de la COP21, c'était effectivement l'opinion publique. Alors, l'opinion publique à différents niveaux, mais ce qu'on peut voir, c'est que c'est au niveau des plus jeunes qu'elle s'est manifestée le plus fort ces dernières années, et que donc il y a là quelque chose qui est extrêmement positif et qu'il ne faut surtout pas... je pense que c'est quelque chose d'inattendu, je pense, par son ampleur, et qui est extraordinairement bénéfique, qui s'est mis en place à ce niveau-là. Alors après, je pense qu'il faut espérer, il ne faut pas reproduire ce qui a été un peu les erreurs ou les défauts de la génération de la nôtre, de celle qui est venue avant. C'est-à-dire, je crois qu'il faut savoir ce que l'on demande. C'est-à-dire, on peut pas marcher pour le climat, faire des timbres pour le climat. On a besoin d'aller au-delà. On a besoin de savoir quels sont les objectifs précis que l'on veut développer et mettre en œuvre. Et ça va un peu avec ce qu'on a dit avant. Ça manque aujourd'hui, mais ça manque pas. Moi, encore une fois, je vois des étudiants qui sont des étudiants
Euh, il y en a comme vous, hein, j'ai fait un cours à Sciences Po aussi cette année, plus généralement dans les sciences dures, mais pas seulement. Et donc, je vois que le besoin, l'envie de savoir est très forte. Elle est très forte et que quand on regarde la manière dont se font les réactions, les réflexions, moi je trouve qu'effectivement, ça t'est dit, c'est de très bon niveau. Donc, il y a à mon avis, quelquefois, une forme de caricature un peu de ce qu'est la jeunesse aujourd'hui, qui tend à la montrer comme des gens qui sont que dans la rue en train de protester, et puis enfin, j'ai pas vu ça exactement, ou même pas du tout dans les cours où j'enseigne. Il y a une forte, un fort besoin de se manifester, d'être présent. Moi, je ne suis pas trop pour la désobéissance civile tant qu'on n'a pas. Mais bon, ça, c'est autre chose. Moi, je me rappelle d'une époque où j'étais au lycée et pratiquement la moitié des États d'Europe étaient des dictatures. Bon, ma femme est argentine et là aussi, j'ai connu enfin, un petit peu. Bon, je pense peut-être on n'est pas obligé de jeter vers la poubelle tout de suite trop de choses de notre démocratie. Mais par contre, je pense qu'on a effectivement un besoin de manifestation, de prise d'intérêt. Et de ce point de vue-là, moi, je crois que c'est une bénédiction. Alors, si je reviens à nous autres, les enseignants, je pense qu'on a le devoir d'essayer d'enseigner de manière correcte ces choses-là, de les enseigner suffisamment, de les enseigner dans les lieux qu'il faut. Et on n'y arrive pas. Ça, je pense que c'est quand même une des choses qu'on peut voir quand on prend. Moi, je vois à Jussieu, par exemple, on a fait un cours de mineurs en licence. Il y a à Jussieu, je crois, je ne sais plus si c'est 60 000 étudiants, quelque chose comme ça. C'est la plus grande université de France. La mineure, cette année, faisait 25 élèves, quelque chose comme ça. Après 6 ou 7 ans de débat pour essayer de mettre en place cette mineure-là, bien sûr, on dépend du rectorat, de l'académie, on va peut-être doubler les choses l'année prochaine. Il y a quelques travaux timides pour essayer d'enseigner ces disciplines aujourd'hui Donc, je crois qu'il y a des lieux où on peut vraiment améliorer les choses et où on a du mal à le faire aujourd'hui. On pourrait imaginer, il y a quelques universités qui arrivent à le faire, qui est une éducation à ces problèmes-là, c'est la forme d'une éducation citoyenne. On n'a pas besoin de montrer des équations à tout le monde, mais on a besoin de parler du changement climatique à tout le monde, par contre. Et là, je pense qu'il y a vraiment une chose qui ne se fait pas, qui est à notre portée, et j'ai du mal à l'accepter, en fait, cette manière de laisser de côté des enjeux forts, de tout simplement pas les expliquer, et puis après de se plaindre que bon, les gens qui manifestent dans la rue c'est des ignares qui savent pas ce qu'ils disent. Voilà. Donc je pense qu'il faut y aller un petit peu loin. Puis il y a quand même des points d'arrêt, des points qui sont. Il faut lever ça aujourd'hui parce que c'est vraiment ce qui nous ralentit le plus, je crois. Oui. Je ne sais pas. Oui, Gilles, on n'a plus beaucoup de temps, mais... Non, mais juste une minute, et ça va conforter ce que dit Hervé. Avec Valérie Masson-Delmotte, qu'il connaît bien, hein, on se bat comme des chiens depuis 1 an contre cette réforme au lycée qui est en train de nous assassiner les sciences de la vie et de la terre. Voilà. Hein, les gamins, ils feront des maths et de la physique en première ou des lettres. C'est délirant parce que Hervé le dit souvent. Il n'y a pas que le problème de la connaissance là-dedans. Il vient de le dire à l'instant. Il y a le problème de l'esprit critique. Comment nos gamins vont être capables d'appréhender tous ces fake news qui traînent partout et de se défendre. Et en ce moment, le système, et je ne sais pas pourquoi, je suis comme lui, ça me fout vraiment en boule. Hein. Avec Valérie, on est monté au créneau, on a fait des émissions, on est passé partout. On nous assassine des sciences de la vie et de la terre. Je ne sais pas pourquoi. Merci beaucoup, monsieur Sylvain Roche, vous vouliez... Non, peut-être comme en effet, on arrive bientôt à la fin, peut-être Candice, une dernière question très rapide, notamment sur les industriels qui me semble intéressant que vous aviez préparé. Oui. On parlait tout à l'heure de l'importance d'avoir les entreprises de notre côté dans la lutte contre le changement climatique. En plus des ONG aux négociations internationales, il y a aussi un certain nombre de lobbies qui ont un poids finalement aussi sur ces négociations.
Alors, première question déjà, est-ce que vous auriez, est-ce que vous avez été témoin de cette action des lobbies? Et puis, je rajouterais aussi, est-ce que les mobilisations sur le climat qu'on a pu voir ces dernières années ont pu, d'une certaine manière, infléchir aussi le discours des lobbies auprès, enfin, voilà, des institutions internationales, notamment du point de vue de l'image des entreprises? Demander à Hervé, après je vais revenir, parce que toutes les entreprises ne sont pas dans des lobbies. Hein. Il y en a, moi je ne discute même pas avec elles, je ne vais pas aller voir Monsanto ou Bayer, ça ne m'intéresse pas. Simplement, je vais tout faire pour qu'on ne leur achète plus leurs produits. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Hein. Les néonicotinoïdes permis, c'est une hérésie. Tous nos vers de terre sont bourrés de néonicotinoïdes, qu'on arrête. En plus, on bouffe trop de sucre, il y a vraiment un problème. Mais sur le climat, je pense qu'il y a des données que moi, je n'ai pas, mais je pense qu'il y a eu des choses très délétères faites de lobbies puissants, de grandes compagnies sur un freinage de nos activités pour justement éviter ces problèmes qu'on évoquait tout à l'heure. Je ne sais pas ce que tu en penses, Hervé. Oui, je pense qu'il y a deux choses quand on parle des industries, et je pense qu'il faut les séparer le plus possible. Oui. C'est vrai que c'est prouvé qu'il y a eu un phénomène de lobby très fort, déclenché par Exxon en particulier. Et une grosse partie de ce qu'on appelle le climato-scepticisme s'est nourri de cela, quelquefois à corps défendant, les gens n'ayant pas toujours conscience qu'ils étaient un petit peu dans les mains de personnes qui avaient un discours piloté par des intérêts extrêmement forts. Mais donc ça, c'est une réalité qui continue d'exister de manière beaucoup plus souterraine aujourd'hui. Il y avait les médias qui étaient aussi vraiment très acharnés à cette époque-là, pour la plupart. Et, et donc, donc ça, c'est une partie qui continue. Enfin, aujourd'hui, on parle de complotisme à chaque fois que quelqu'un pense que les choses ne vont pas bien, ou qu'il y a, il existe des formes, on ne va pas appeler ça complotisme, enfin effectivement, des formes de torsion de la réalité au bénéfice de certains, ça existe encore. Et ça existe fortement. Alors, après ça, je crois qu'il faut quand même avoir en tête une autre dimension du problème, c'est que quand on regarde l'ampleur de ce qui est nécessaire par rapport aux transformations dont on a besoin pour essayer de rester sous les 1,5 degrés ou les 2,5 degrés, on n'y arrivera pas sans avoir aussi des idées de physique, des idées de transformantes. On a besoin d'une certaine forme d'industrie aussi. Et moi, ça m'ennuie de manière presque égale de voir que on n'en veut pas. Il y a aujourd'hui un espèce de délit, de déni par rapport à ce que peut apporter la science dans le monde qui nous entoure, qui me navre. Moi, je suis scientifique depuis des années, j'ai des étudiants qui veulent devenir ingénieurs, et souvent ils veulent devenir ingénieurs parce qu'ils ont envie d'amener l'eau dans les villages du Sahel, ou parce qu'ils ont envie... Enfin, il y a un rôle de l'ingénierie, un rôle de la science qu'on doit développer dans ses bons usages. Et on n'y arrivera pas si on ne fait pas ça. Donc je pense, pour ça, je suis enfin, je pense qu'il y a deux aspects au problème qu'il faut négliger ni l'un ni l'autre. Voilà. Yves, peut-être, cette remarque des entreprises et des industriels, notamment sur le secteur maritime. Et je pense que les entreprises... c'est extrêmement difficile parce qu'elles sont dans l'étau du profit à court terme dans le système tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc la transition, comme dit Hervé, elle ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais pourtant, il y a plein de recommandations qui émanent des entreprises, qui émanent du Forum économique mondial sur justement tout l'intérêt. Et ils mettent des chiffres mirobolants en termes de productivité, en termes de création d'emplois, etc. Si effectivement les entreprises s'intéressaient davantage aux mesures de conservation de la nature, c'est à travers leurs propres activités. Mais je pense que c'est pas ça qui va les convaincre dans leur pratique quotidienne. Par contre, moi, ce qui me semble plus réaliste dans cette espèce de transition progressive, et on parle de la transition énergétique, mais il y en a bien d'autres, de transition progressive, c'est de considérer, là aussi Hervé le disait tout à l'heure, et puis c'est le propre de son association par exemple, de le considérer à un niveau local, c'est-à-dire
dans toutes les initiatives qui sont prises sur le plan local ou régional au sens de la région en France, par exemple, véritablement d'associer les entreprises. Et ça, c'est une chose qu'on a beaucoup de mal à faire, que les scientifiques ont un mal fou à faire, bien évidemment, parce que, bon, ça, associer les entreprises, quelque part, c'est se salir les mains. Et avec effectivement tous les usagers, les citoyens, on revient un peu au lieu de rencontre dont on parlait tout à l'heure. Véritablement, c'est là que ça commence. On sait que les entreprises sont extrêmement soucieuses de leur propre image. À partir du moment où effectivement la pression de la société civile devient telle que leur image est remise en cause, ils sont plus enclins effectivement à écouter tout ce qui pourrait, ou à considérer tout ce qui pourrait les faire changer vers des activités entre guillemets plus durables. Et ça, à mon avis, ça commence à un niveau local. On a tous, quel que soit le territoire où on a tous des entreprises, on est tous en lien, ne serait-ce qu'à travers, bien sûr, l'alimentation, on est tous en lien avec ces entreprises. Et je crois que c'est là que le dialogue doit commencer, mais encore une fois, en ne faisant pas a priori la condamnation de telle ou telle entreprise, mais véritablement en essayant de les associer à ce processus de transition. Alors je rêve peut-être, mais je crois qu'il faut rêver pour y arriver. Non, pour moi c'est bien en cours, Yves. Aussi bien avec des PME qu'avec des grands groupes. C'est vraiment en cours. Le thème de l'entreprise à mission maintenant est très clair. Le but n'est pas de faire que du profit. Profit, oui, puisqu'on veut créer de l'emploi. Mais c'est aussi d'aller vers des choses qui seraient sociales et puis environnementales. Et je peux t'assurer aujourd'hui que dans les grands groupes, quand on discute avec eux, et puis tu le vois dans les jeunes, on revient aux jeunes tout à l'heure. Le major de l'X, il faisait quoi avant? Il allait chez Total et il négociait son salaire. Les majors de l'X ne sont plus chez Total aujourd'hui. Aucun ne veut y aller. Et c'est spectaculaire, depuis 2-3 ans. Aujourd'hui, ils sont dans une petite start-up, ils lancent quelque chose. Et puis tu sais, en Nouvelle-Aquitaine, tu le sais bien aussi, c'est clair, Hervé, on va avoir un tiers du monde agricole à renouveler dans les 10 ans. Ce ne sera pas les enfants des paysans actuels. Ils vont venir d'ailleurs. Et ceux-là ne sont pas pour uniquement le maïs à coups de pesticides. Donc c'est vraiment en train de changer. De toute façon, je ne crois pas qu'on pourra changer sur le monde de l'entreprise. Moi, j'en connais plein. Et puis finalement, je crois que là, tu as raison quand tu dis c'est pas le bulletin de vote le plus important aujourd'hui, c'est la carte de crédit finalement. C'est ce qu'on achète. Le jour où on n'achète plus ces produits-là, ils partiront. Et c'est vrai que quand je rencontre un groupe où quelqu'un me dit je suis fier d'appartenir à cette entreprise, elle marche infiniment mieux que les autres. Hervé, peut-être vous voulez rebondir ou sinon on va conclure. Non, je pense que j'ai dit à peu près ce que je voulais dire par rapport à ça. Il y a une seule chose qu'on n'a pas trop évoquée, c'est le caractère éventuellement. Comment dire, quand on parle de climat régional, il faut avoir une petite pensée pour le fait qu'on est dans des pays qui sont relativement favorisés par rapport à d'autres. Et que bien sûr, le fait régional, ça ne peut pas être un repli sur soi-même. Donc j'essaie toujours de ne pas oublier de dire ça à la fin quand je parle de Climatera ou du fait régional. C'est quelque chose qui n'a de sens que si c'est conçu aussi un peu comme une école, parce que je pense qu'autrement, on va dans un sens qui est critiqué souvent à juste titre, si on oublie cette dimension-là du problème. Bon. En tout cas, un petit mot par rapport à ce que vient de dire Hervé, parce que vraiment, ça me vient à l'esprit. Il n'y a pas si longtemps, j'étais aux journées de l'Association nationale des élus du littoral, et le cri vraiment unanime des maires qui étaient là, c'était des maires du littoral en l'occurrence, c'était de dire, en se retournant vers le gouvernement central, faites-nous confiance. On était en plein post-Covid, etc. Donnez-nous les moyens, nous, d'agir sur notre propre territoire. Faites-nous confiance. Donc la question de la décentralisation est fondamentale. Et on la vit particulièrement durement, je dirais, dans ce pays.
Elle n'est pas faite encore, on a besoin de la faire et elle est essentielle. Ça paraît paradoxal. S'il n'y a pas de décentralisation, c'est-à-dire de capacité véritablement des acteurs locaux, mais des collectivités locales, de prendre à bras le corps les problèmes qui les concernent, ce sera extrêmement difficile de régler les problèmes globaux. Voilà le lien entre le local et le global, à mon avis. Bon, en tout cas, un grand merci à vous toutes et tous de ce beau moment, de ce bel échange. J'aurais juste, voilà, en termes de conclusion, vous poser une petite question. Bon, on est à 1 an de la COP26 et j'aimerais que vous puissiez, si vous deviez résumer en 1 ou 2 mots, voilà, les espoirs que vous portez à cette future manifestation internationale, ça serait lesquels? En 1 ou 2 mots? Hervé? Monsieur, moi, je ne suis pas quelqu'un qui croit facilement au moment magique, hein. Donc, je pense que ce qui s'est fait dans les COP, c'est souvent des choses qui ont été le résultat d'accumulation de savoir, de connaissances, de rencontres. Les COP, c'est avant tout ça pour moi. C'est des lieux où moi j'ai énormément appris. C'était une école pour moi, les COP. Après, ce qui s'y fait, les décisions qui sont prises, je crois qu'elles n'ont de valeur que si elles sont soutenues derrière par justement ce dont on parlait, c'est-à-dire une réflexion partagée par beaucoup plus de gens que ceux qui sont dans les COP. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que j'attends pas trop de la COP en tant que lieu de décision magique, hein. Je pense plutôt que... Mais il faut qu'il y ait des décisions qui soient prises, hein. Mais je ne suis pas sûr ça va venir dans les COP. Voilà. Mais par contre, les COP, ça joue un rôle, je trouve. Une école, c'est un très joli mot et on espère en effet nous s'y rendre avec quelques étudiants de Sciences Po. Donc on attend de voir comment évolue la situation sanitaire, mais en effet, c'est cette idée d'école de la pensée, l'école du savoir, je trouve que c'est une très belle expression. Gilles Boeuf ou Yves Enoch, en 1 ou 2 mots, vos attentes, vos espoirs sur cette COP26. Je ne suis pas fanat de COP, de toute façon, hein, c'est clair, ça coûte tellement cher en plus. Vous savez, moi, j'ai qu'un chiffre en tête. À la COP 21, Hervé, quand on clôt la COP 21, on promet 1 000 milliards de dollars aux peuples du monde qui sont sujets au changement climatique et qui n'en sont pas les créateurs, qui n'ont toujours pas touché 1 centime. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment impossible dans le futur de continuer comme ça. Yves? J'ai un souhait à faire, c'est que la COP, en tant qu'événement, soit en fait, ce que disait un petit peu Hervé, soit un aboutissement plutôt qu'autre chose. C'est-à-dire le résultat de tout ce qui aura été fait auparavant et en termes de réalisation et aussi de pression sur nos gouvernants pour faire en sorte que cette COP reflète le plus possible, je dirais, l'état de la gouvernance locale, régionale, nationale, internationale qui est en train de se développer, comme le dit Gilles, hein, y compris dans les entreprises. Donc, que tout ça soit véritablement repris au moment de la COP et que ce ne soit pas simplement, je dirais, une COP qui existe en elle-même, qui croit qu'elle va tout inventer, mais qui s'appuie véritablement sur l'existant. Bon, en tout cas, on vous remercie profondément pour ce beau moment d'échange. Les youtubeurs vous remercient aussi. Unanimement, ils ont beaucoup apprécié de vous écouter tout simplement. Nous restons bien évidemment en contact. Je vous remercie aussi, Daniel. Malheureusement, on n'a pas pu voir ton visage, mais on espère que la prochaine fois, ça sera mieux. Je remercie énormément Candice et Lola de leur participation, de leurs questions très pertinentes. La chaire Trent remercie bien évidemment ses partenaires et les partenaires qui se sont associés à cet événement. Donc, la Fondation NJ, l'association Acclimatera et la Fondation de France. Un grand merci à tous et à très vite pour un nouveau webinaire.